27 octobre 2025, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Iroko Média Télévision, bonsoir et bienvenue à l'actualité du jour. La politique sur le continent africain ouvre cette édition et on débute avec le Bénin. La candidature des démocrates, principal parti d'opposition, reste invalidée. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle examine des recours. À moins d'une semaine de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle d'avril 2026, le principal parti d'opposition, les démocrates, voit toujours sa candidature écartée. Ce lundi 27 octobre, la Cour constitutionnelle a examiné plusieurs recours déposés par le parti pour contester la décision de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a invalidé son duo de candidats pour insuffisance de parrainage. L'affaire suscite de vives réactions dans le pays. Dans les médias comme dans la rue, les Béninois débattent avec passion de ce qu'ils considèrent, selon leur sensibilité politique, soit comme une exclusion injuste, soit comme une conséquence d'une mauvaise préparation. Le parti accuse le camp présidentiel d'avoir exercé des pressions sur un député qui s'était rétracté après avoir initialement accordé son parrainage, ce qui a conduit au rejet de leur dossier. La Sénat avait alors justifié sa décision par un manque de parrainage suffisant. Toutefois, certains observateurs appellent à la nuance. Malgré ces critiques, une grande partie de l'opinion publique réclame le repêchage du duo formé par Maître Renaud Agbodjo et Jules Lodjo, estimant que leur exclusion porte atteinte à la compétitivité du scrutin. Au total, 4 recours ont été introduits par le parti, dont 2 directement par ses candidats. Leur examen par la Cour constitutionnelle ce lundi apparaît décisif pour l'avenir de l'opposition et pour la crédibilité du processus électoral à venir. Présidentielle en Côte d'Ivoire, à présent, la CEI publie progressivement les résultats. Ouattara largement en tête. Au lendemain du scrutin présidentiel du 26 octobre, la Côte d'Ivoire attend toujours les résultats définitifs. La commission électorale indépendante poursuit le dépouillement département par département avant la proclamation complète des résultats prévus pour ce lundi 27 octobre. 5 candidats étaient en lice: le président sortant Alassane Dramane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Eivé, Henriette Lagou et Aoudon Melo. Devant les médias, la CEI a communiqué les premiers résultats partiels diffusés juste tard dans la nuit sur la télévision nationale RTI. Ces chiffres placent nettement Alassane Ouattara en tête dans toutes les circonscriptions dépouillées, notamment dans le nord du pays, où il enregistre des scores quasi unanimes, soit 99,7% à Kani, 99,68% à Kon et 98,1% à Ferkessédougou. Ces zones affichent également une participation très élevée, supérieure à 96%, contrastant fortement avec d'autres régions où l'affluence a été bien moindre. À Abidjan, notamment dans le quartier UP de Cocody, la participation n'a atteint qu'un peu plus de 20%, bien en dessous de la moyenne nationale, estimée autour de 50%. Malgré cela, Ouattara y a obtenu 67% des suffrages. À Dabakala, fief du candidat Jean-Louis Billon, ce dernier n'a recueilli qu'environ 5% des voix contre 92% de participation locale. Jean-Louis Billon a d'ailleurs reconnu sa défaite et félicité Alassane Ouattara tout en exprimant
son inquiétude face au faible taux de participation dans plusieurs zones du pays. Le scrutin s'est déroulé sans les deux grandes figures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, exclus de la course. Leur parti, regroupé au sein du Front commun, PPACI et PDCI, ont dénoncé dans un communiqué une mascarade électorale et un braquage méthodiquement organisé, accusant le pouvoir d'avoir volé le vote du peuple. En attendant les résultats définitifs, la tendance reste claire. Alassane Dramane Ouattara semble en route vers un 4e mandat, fort d'une avance écrasante dans la majorité des circonscriptions déjà dépouillées. On parle toujours actualité politique dans cette édition et cette fois-ci au Cameroun. Le président Paul Biya a été réélu à la tête du Cameroun pour un 8e mandat avec 53,66% des voix, a annoncé ce lundi 27 octobre 2025 le Conseil constitutionnel. Cette proclamation intervient dans un climat particulièrement tendu, marqué par des manifestations meurtrières la veille du scrutin officiel. Hier, dimanche 26 octobre, des milliers de partisans d'Issa Chiroma Bakary, principal opposant et candidat malheureux, sont descendus dans les rues pour revendiquer la victoire de leur leader à la présidentielle du 12 octobre. Si ces rassemblements se voulaient pacifiques, ils ont rapidement dégénéré, notamment à Douala, où 4 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés selon les autorités régionales. Le ministère de l'administration territoriale a fait état de 106 interpellations à travers le pays. Alors que Yaoundé est resté globalement calme, des tensions ont éclaté dans plusieurs villes du nord, dont Garoua, Maroua et Kodongui, ainsi qu'à Kosamba. À Douala, la police a dû intervenir après des attaques présumées contre un commissariat et une brigade de gendarmerie. Malgré ce climat de contestation et d'accusation de fraude, le régime de Paul Biya au pouvoir depuis 1982 consolide encore sa domination politique dans un pays profondément divisé entre lassitude, méfiance et résignation. Au-delà des frontières africaines en République française, le débat budgétaire reprend ce lundi 27 octobre avec au centre des discussions la question de la taxation des grandes fortunes. Le Parti socialiste compte défendre une version allégée de la taxe Zuckman inspirée de l'économiste Gabriel Zuckman pour tenter de rallier une majorité parlementaire face aux réticences du camp présidentiel. Initialement, cette taxe visait à prélever 2% sur les patrimoines dépassant les 100 millions d'euros. Mais pour apaiser les oppositions, les socialistes ont revu leur copie. La nouvelle version dite light exclut notamment les entreprises familiales et innovantes. Elle pourrait rapporter entre 5 et 7 milliards d'euros par an. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les alliés du président Emmanuel Macron. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a renvoyé la décision au débat parlementaire, tandis que certains députés centristes, notamment du MoDem, rejettent déjà le dispositif. À gauche, cette version édulcorée suscite la méfiance. Plusieurs élus craignent qu'elle perde toute efficacité face aux stratégies d'évasion des ultra-riches. Les écologistes dénoncent un texte vidé de sa substance, tandis que la France insoumise, de son côté, ironise en parlant d'une taxe Zuckman homéopathique trop faible pour réduire les inégalités.
Toujours dans l'actualité du jour, Moscou annonce avoir réussi le test final du missile nucléaire Burevestnik, symbole de sa puissance militaire. La Russie a annoncé dimanche 26 octobre la réussite de l'essai final de son missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, présenté par Vladimir Poutine lui-même comme une arme unique au monde. Ce missile, surnommé l'oiseau de tempête, disposerait d'une portée illimitée et serait capable d'échapper à tous les systèmes de défense antimissiles. Selon le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, l'engin a volé 15 heures et parcouru 14 000 km lors du dernier test sans atteindre sa limite maximale. Vladimir Poutine a ordonné la préparation des infrastructures pour son intégration dans l'armée. Le Burevestnik, dont le développement avait été annoncé en 2018, symbolise la volonté de Moscou d'affirmer sa puissance militaire et nucléaire face à l'Occident. Pour le chercheur Dmitry Menik, la Russie cherche à envoyer un signal fort semblable à la crise des missiles de Cuba en réaffirmant sa capacité de dissuasion. Cette démonstration intervient alors que les relations russo-américaines sont à nouveau tendues. La rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest a été annulée, le président américain estimant qu'aucune avancée n'était envisageable sur la guerre en Ukraine. Moscou, de son côté, accuse Washington de vouloir saboter le dialogue entre les deux pays. Sur le terrain, le conflit se poursuit. Une attaque de drones russes sur Kiev a fait 3 morts et une trentaine de blessés, tandis qu'une riposte ukrainienne a touché la région russe de Belgorod, causant un mort et un blessé. L'essai du Burevestnik renforce ainsi l'image d'une Russie en démonstration de la force militaire et politique. Ce sera tout pour cette édition. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité renouvelée. Portez-vous bien.